Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo interview, comme j'en ai fait beaucoup sur ma chaîne. Je crois qu'au moment où je te parle, j'ai dû inviter une cinquantaine de personnes ici sur la chaîne de la carologie. Donc tu trouveras dans la description le lien vers toutes les interviews que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je reçois Farah. J'ai rencontré Farah dans le cadre de la réalisation d'une web-série sur laquelle j'ai bossé pendant 2 ans, que tu trouveras aussi dans la description, qui s'appelle Fais pas genre. Du coup, si tu as déjà vu les épisodes, peut-être que tu as déjà vu Farah dedans. Parlons de la fétichisation raciale. Ouais, c'est quoi? C'est une forme de racisme. Souvent, on considère que du coup, les hommes maghrébins sont plus violents, sont plus fougueux. C'est vraiment des mâles sauvages, en fait. Donc, il y a tout ce fantasme de le bad boy marocain qui vend de la drogue sur son scooter et après, clandestinement, il va dans la cave pour voilà, quoi. Pour faire des trucs que normalement, on fait pas dans une cave. C'est dans une cave où on range. Et si tu l'as déjà vu, tu n'es pas sans savoir qu'elle est un sniper d'intelligence. Voilà pourquoi elle est là aujourd'hui. À ce qui paraît, à ce qui paraît, la pression est réelle. Qui es-tu, Farah? Qui je suis? C'est une question que je me pose à chaque jour qui passe. Bien Rien entendu. C'est une époque qui pousse à l'existentialisme, en effet. Alors, je m'appelle Farah, j'écris, je fais des recherches. Je fais des recherches qui mélangent un petit peu différentes disciplines, en attendant peut-être ou pas de me spécialiser. Mais du coup, de base, dans mes études, j'ai fait pas mal de parcours pluridisciplinaires qui mélangeaient la socio, à l'histoire, à la science politique, à la géopolitique. Donc, j'essaye un peu de lier un petit peu toutes ces disciplines pour justement... Bon, mon point de vue, il est assez militant, on va pas se mentir. On va pas se mentir. La recherche, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évidemment militant parce que le but, c'est pas tant de trouver des réponses que de poser de nouvelles questions. Et j'adore poser des nouvelles questions. Mais j'aime bien utiliser justement la voie scientifique, entre guillemets, justement pour démystifier, par exemple, des choses qui doivent être démystifiées. Parce que bon, on est quand même dans un climat politique où on n'est pas toujours sur des discussions rationnelles sur la base d'arguments factuels. Enfin, il y a beaucoup de passion. En ce moment, moi, je travaille sur sur le concept de nécropolitique. Et en gros, le concept de nécropolitique, c'est un concept qui a été posé pour euh, parler du fait qu'aujourd'hui, l'exercice ultime de la souveraineté réside dans le fait de faire mourir ou laisser vivre. Donc il y a vraiment cette idée en fait que les structures de pouvoir aujourd'hui concrètement décident de qui vit ou qui meurt. Et elle fonctionne grâce à ça. Absolument, absolument. D'où le nécro, du coup. Politique sur la mort. C'est ça. À la base, c'est un prolongement du concept de biopolitique, donc bio la vie. Et c'est un concept de Foucault, de Michel Foucault, qui parle justement du fait que la politique, du coup, investit en fait les comportements humains et que c'est quelque chose quand même qui tranche en fait avec les dynamiques politiques qu'on a pu connaître par exemple dans l'Ancien Régime, au Moyen Âge, où en fait c'était des territoires qu'on administrait. Ce que tu dis, c'est qu'avant, entre très gros guillemets, on exerçait un contrôle et une coercition d'État sur des territoires, sur des biens matériels, je sais pas, des propriétés, etc. Que progressivement, cette emprise et ce contrôle, il a commencé à se faire sur les corps des gens, d'où le concept de biopolitique de Michel Foucault. T'as des exemples de biopolitique, concrètement, pour quelqu'un qui sait pas du tout de quoi on parle? Oui, de fou. Michel Foucault, par exemple, pour illustrer son concept de biopolitique, il va justement parler des institutions comme l'école, comme la prison, qui sont censées en fait venir réguler des comportements. Par exemple, à l'école, on va généralement diviser les gens entre les bons élèves, les mauvais élèves. Ceux qui se tiennent bien, ceux qui se tiennent pas bien, ceux C'est qui ça. canalisent leur comportement, ceux qui canalisent pas leur comportement. Absolument. Et le fait est que, par exemple, si on n'était pas dans des considérations biopolitiques, il y aurait mille et une façons d'interpréter le succès ou l'échec d'un élève dans telle ou telle chose, que ce soit une réussite ou un échec scolaire, que ce soit une question de comportement, où je pense qu'on aurait une vision en tout cas qui est un peu plus nuancée et qui nous permettrait en fait de comprendre que typiquement par exemple si les mauvais élèves sont mauvais, c'est pas qu'ils sont essentiellement mauvais et qu'ils seront à jamais mauvais. C'est pas que leur biologie est mauvaise, quoi, mais qu'il y a des conditions. Absolument. Donc ça permet de venir un peu relativiser dans un premier temps et apporter un peu plus, je pense, de précision ensuite quand on propose, par exemple, genre des réponses, genre aux problèmes scolaires, par exemple, aux problèmes du décrochage. Et donc, par exemple, est-ce que toutes les injonctions sexistes faites sur le corps des meufs, justement, de s'apprêter, de se maquiller, de se tenir comme ci, comme ça, de s'habiller comme ci, comme ça c'est de la biopolitique?
C'est de la Genre biopolitique. les arguments autour des vêtements des femmes musulmanes, etc. C'est de la Oui. biopolitique. Oui, c'est complètement de la biopolitique dans la mesure où on crée en fait une espèce de figure du bon citoyen musulman et du coup de la bonne citoyenne musulmane. Et la bonne citoyenne musulmane, du coup, c'est quelqu'un qui... On va pas nécessairement s'attendre à ce que cette personne rompe avec ses liens musulmans, par exemple, avec ses liens avec l'islam, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va devoir être relégué dans le privé. Ok, donc il y a la biopolitique et donc la nécropolitique, ça vient toucher littéralement à la mort des gens, c'est-à-dire qu'on va, ou non, leur permettre d'avoir littéralement une vie prospère, longue et en bonne santé, ou pas. Ou pas, absolument. Là, je m'intéresse principalement à la nécropolitique en ce moment, je pense, parce que dans mon travail, après mes études, du coup, je me suis vite retrouvée à travailler en association en tant que médiatrice. Donc d'abord en tant que médiatrice numérique et ensuite en tant que médiatrice en santé dans une asso trans. Du coup, en vrai, quand t'es médiatrice, t'es un peu travailleuse sociale. Et du coup, ne serait-ce que dans mon travail de médiation numérique, enfin, il y avait plein de situations de précarité extrême, de précarité que personne entre guillemets, normalement constitué, ou en tout cas qui se considérait comme normalement constitué, personne de normal qui vient un petit train de vie de classe moyenne, genre, pourrait Ok, c'est juste... Enfin, je sais pas, enfin... des situations extrêmes de précarité, de des- misère, de C'est danger. ça. Et ce qui choque, c'est que du coup, les voies de recours, justement, pour aider ces personnes, justement, à sortir de leur précarité et à stabiliser leur quotidien, bah, elles sont quasiment inexistantes. Et en fait, Toi, t'es là en train d'expliquer comment faire un petit mot de passe pour un mail, comment ouvrir le portail sur le site de l'État, pendant qu'en fait la personne, il faudrait qu'elle puisse manger. Oui, c'est ça. Par exemple. Moi, je suis arrivé en France en 2015 aux alentours des attentats du Bataclan. Et donc, il y avait toute cette espèce de déferlante islamophobe. Les Français ont vraiment vécu un petit peu leur 11 septembre. Donc, il y a eu cette espèce de repli nationaliste contre cet ennemi de l'extérieur, mais aussi cet ennemi de l'intérieur. Puisqu'il est là, Euh, le grand remplacement. c'est ça, le Les grand musulmans remplacement. qui islamisent la France. Absolument, le djihadisme qui se tapit dans l'ombre et qui attend juste de bondir pour pouvoir prendre plaisir à déstructurer le tissu social, le franc tissu social, quoi. Parce que c'est bien l'objectif des personnes musulmanes, c'est bien connu. Moi, je suis que arrivé pour ça. T'es venu, c'était Je pour suis foutre la que merde. arrivé pour ça. Quand j'ai demandé mon visage, j'étais là en mode, je suis là pour le buzzer. Et je sais pas, genre... De base, ça a été une espèce de gros choc parce que pour le coup, moi je suivais un petit peu les affaires françaises de loin. J'avais senti quand même que la France n'était pas non plus une terre d'accueil pour les immigrés post-coloniaux, mais en tout cas, moi dans ma tête, enfin j'avais justement eu une espèce de... Je me suis beaucoup plus construite en tant que queer plutôt qu'en tant que marocaine ou en tant que musulmane. Et en vrai, enfin, j'étais un peu, rétrospectivement, j'ai envie de dire, un peu dans des espèces de... Enfin, il y avait beaucoup de racisme intériorisé qui faisait que j'étais là en mode, en fait, je peux pas être queer. Si, en fait, je reste au Maroc et si je me détache pas de bah, tout ce qui a constitué, genre, je sais pas, juste mes racines culturelles, quoi. Et en fait, je suis arrivée en France et j'étais là en mode oh, the lies, les mensonges, on m'a menti. Enfin, je grossis un peu le trait, Non, mais ouais, mais enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'être arrivée, tu sais, genre comme une espèce de petite starlette du Kansas qui débarque dans la grande ville pour pouvoir être. Vivre son rêve queer, C'est genre, ça, bon. je suis arrivée, fresh out the boat, je suis descendue du bus, j'ai chanté, et on m'a dit bougnoule! Si j'ai bien compris, des choses, des obstacles que tu vivais dans ta vie au quotidien et que tu voyais chez les gens que tu suivais et que tu essayais d'aider, tout d'un coup, à la lumière de ce concept, ça a pris un sens parce que tu t'es dit, mais en fait, c'est des problèmes récurrents, globaux, c'est aussi un problème que je rencontre. Et en fait, c'est une politique de la mort qui est en train de s'appliquer à moi. C'est pas Ouais. juste que je fais pas ce qu'il faut, ou que je suis pas assez, ou que j'ai pas bien compris. C'est qu'en fait, même quand je fais comme il faut et que j'ai bien compris et que j'ai fait tout comme on m'a demandé, bah même comme ça marche pas parce que je suis target par cette politique de les corps comme le tien, c'est ceux qui doivent mourir. Par quelconque moyen d'ailleurs, que ce soit par le fait de te laisser sans logement, sans manger, que ce soit par le fait de te violenter, que ce soit par le fait de t'arrêter et de te tuer en cellule par exemple si t'es un jeune homme maghrébin de 17 ans par exemple, n'est-ce pas? Bref, donc c'est ça, en gros. Oui, elle a tout bien synthétisé, vraiment. Vous avez de la chance, public de Carolina. On vit une espèce de remise en cause du néolibéralisme, pardon, mais sans qu'il y ait vraiment, genre,
une affirmation de cette remise en cause comme étant une remise en cause du néolibéralisme. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as emmené là, t'es revenu là, Ah t'es oui, reparti oh my là. Attends, God. attends. En gros, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que les gens ont l'air à peu près tous au courant que le problème de leur vie, c'est le capitalisme, mais il n'y a pas un vrai truc autour de la remise en question formelle de ça et de comment aller contre ça? Pas forcément le capitalisme. Vraiment, je voulais parler du néolibéralisme dans le sens où les gens, ils réagissent au fait, par exemple, genre que le service public en France, il est complètement mis à sac. Ils réagissent au fait que c'est devenu hyper compliqué de se faire soigner, que c'est devenu hyper compliqué de se scolariser ou de scolariser ses enfants, que c'est devenu super compliqué d'avoir accès à des aides sociales ou même d'avoir accès à, bah, dans ma situation par exemple, genre de personnes en situation de migration, mais juste d'avoir accès aussi genre à des moyens de se régulariser, quoi. En gros, tout le Euh, service public se pète la gueule. Tout le service public se pète la gueule et c'est parce que on est aussi dans une dynamique genre qui a été initiée par nos gouvernants et qui consiste justement à tout privatiser pour tout simplifier et Pour faire raquer les gens, quoi. pour faire hacker les gens, oui, Et bah, puis pour faire laisser aussi crever ceux juger. qui peuvent pas raquer. Absolument. Et en fait, La on va les laisser. nécropolitique. C'est ça. Et de toute façon, on va considérer que s'ils ont crevé, c'est que manifestement, ils ne méritaient pas de survivre à la base, quoi. Blague à part, il y a vraiment des gens dont le rôle c'est d'organiser la société qui raisonnent vraiment en termes évolutionnistes. C'est-à-dire, genre, ces gens-là, ils crèvent parce que c'est vraiment l'évolution qu'il a voulu. Typiquement, des gens qui vont argumenter contre les droits des personnes handicapées, malades, etc. Tu vois, en disant, Mhm. bah en fait, c'est comme ça aussi. De fou. La vie veut pas que tu vives. De fou. Et on rationalise ça aussi avec des outils statistiques. Enfin, on crée littéralement genre des statistiques, des valeurs, des nouvelles valeurs justement pour mesurer littéralement quelque chose que à un moment donné, on s'était dit qu'on n'allait pas mesurer ça, tu vois, genre, quand on a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était pas des lol. C'est quand même en préambule de la Constitution française, on parle plus trop de démocratie, tu vois, genre, on vit dans des démocraties libérales, mais la démocratie, en tout cas en France, c'est vraiment un terme qui est complètement sorti des éléments de langage français. Enfin, là, on entend beaucoup plus parler de république, et je sais pas, genre, ça donne vraiment l'impression en fait de vivre dans une espèce de jungle où tout est arbitraire et tout le monde sait que tout est arbitraire et c'est la vie, quoi. C'est la vie, quoi. Et c'était justement quand même ce genre de choses que toute la pensée politique, enfin, antique, médiévale, moderne, enfin, c'est justement genre, je sais pas, toute la pensée politique occidentale, en fait, elle s'est un peu genre construite autour du fait que l'état de nature, cet état théorique selon lequel, bah, en fait, les gens, si tu leur mets pas de société et d'institution, bah, c'est juste des animaux les uns avec les autres, ben, c'est cet état justement qui fait que on finit du coup par légitimer le fait que c'est important d'avoir un système démocratique, par exemple, pour Ouais, faire parce tenir qu'il une faut société. canaliser les gens. C'est Parce que ça. si on les canalisait pas comme ça, ils s'entretueraient, ils se boufferaient comme les animaux entre eux, c'est ça? C'est ça. Donc on justifie le fait que les gens ne peuvent pas vivre seuls entre eux et créer des communautés autonomes parce qu'ils savent pas se gérer. Et donc De on les fond. gère nous. Mais en les De gérant fou. nous, on décide qui a le droit d'y être et pas d'être, et pas d'y être. C'est ça. Et Donc quand en nous fait, on fait de la c'est. merde, on va justifier qu'on fait de la merde en disant c'est pas nous qui faisons de la merde, c'est ceux qui sont pas dedans qui nous sabotent. Oui, parce que s'ils étaient de meilleure volonté, Ils seraient dedans et ça absolument. marcherait. Du coup, ben, pour éviter d'être dans la jungle, on a créé une jungle en plastique. Voilà. Les questions aussi de nécropolitique queer ont fini par se poser à un moment donné, en tout cas dans le monde académique. Enfin, il y a des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qui se sont emparés de la question. Et, euh, et je pense que ça me donne d'autant plus envie d'investir justement le concept et le travail sur ce concept et même potentiellement pouvoir créer des initiatives en fait sur la base de ce concept. Mais c'est vraiment ce truc de... En fait, déjà, en ce qui concerne les gays et les lesbiennes, on a eu cette phase qui a déjà été aussi sujette à pas mal de critiques de les LGBT ont été, enfin en tout cas les LGB ont été plus ou moins incorporés dans la société. Bon, après, forcément, il y a toujours les mauvais LGBT, les déviants et tout, mais en tout cas, on a aussi une vision de ce que ça peut être justement une bonne lesbienne, un bon gay. Et du coup, ces dernières années, on se pose, en tout cas, je pense un peu la question en filigrane de ce que ça peut être du coup un bon trans, une bonne trans, quoi, une bonne personne trans. Déjà, c'est un peu plus perceptible aux États-Unis. Aux États-Unis, quand même, dans le paysage médiatique américain, il y a quand même des figures trans, justement, nationalistes, par exemple, des Blair figures trans. White. Par exemple, Blair White, ou même Caitlyn Jenner. Et en France, on n'a pas forcément ça, mais c'est vrai que, par exemple, on a déjà pu entendre Mariko, donc, qui est une des premières mairesses, je crois la première mairesse trans
En France, souvent, Mariko, justement, on a l'impression que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai clairement l'impression que elle utilise d'une certaine façon, genre, des arguments un peu racistes sur, oui, les Arabes, l'islam, l'Afrique, tout ça, c'est complètement antithétique avec la libération LGBT. J'ai vraiment l'impression qu'elle utilise justement cette espèce d'argument pour draguer la droite et pour Mais y réclamer une espèce de place, et donc à la fois la légitimité que ça englobe, mais aussi peut-être un sentiment d'appartenance on revient sur un un niveau peu plus à, intime. on revient un peu à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avant d'allumer la caméra sur le fait que des fois très souvent, quand tu fais partie d'une minorité sociale et que tu le sais et que tu veux regagner du pouvoir par rapport à ça, c'est pas du tout anodin d'aller chercher où est-ce qu'on peut exercer de l'abus, nous. Parce que Oui, tu peux très bien être trans, mais justement, comme Mariko, du coup, utiliser des instruments racistes pour faire valoir les personnes comme elle, en disant, moi je suis pas un danger, le vrai danger c'est ça, regardez, donnez-moi des droits parce que les gens comme moi, on n'est pas ça, et du coup c'est ça qu'il faut combattre, et on va le faire tous ensemble, en gros. Et ça se voit aussi avec des femmes qui veulent défendre la cause féministe sur le dos d'autres oppressions, des personnes queer qui vont défendre leur cause sur le dos d'autres oppressions, et c'est tout le temps comme ça en fait, on passe notre temps à genre tirer la couverture vers soi et se dire c'est bon, ça y est, je suis bien couverte, pendant que l'autre a froid, tu vois, oui. et ça rend tout ça un peu compliqué. Parce qu'au bout du compte, le truc, c'est que cette espèce de sentiment d'appartenance que tu as, et cette espèce de sentiment peut-être de sécurité du coup qui en découle, que ce soit de sécurité sur des plans un peu émotionnels ou symboliques, ou plutôt de la sécurité matérielle, en fait, enfin, on peut te le retirer, on peut te le retirer, et On on te te donne le... des miettes, on va les reprendre, mais à la C'est moindre ça. occasion, quoi. Genre, Et on te les reprendra à partir du moment où on aura vraiment fini de t'utiliser, à savoir, en l'occurrence, quand on aura, enfin dans le cas de Blair White par exemple, enfin je pense qu'on va la jeter à la poubelle à partir du moment où on aura vraiment établi et on aura verrouillé ça par la loi oui, surtout par la loi et la répression, quoi. Quand on aura verrouillé tout ça, attends, j'ai pas précisé ce qu'il fallait verrouiller. Ce qu'il fallait verrouiller, c'est justement un statu quo où il est absolument impossible de s'émanciper en tant que personne trans. si on peut pas s'émanciper par soi-même, ni par la commu, parce que rien n'est fait pour pouvoir faire survivre ces communes et pour pouvoir survivre seul, sur quoi on peut compter? Sur quoi on peut compter? C'est une excellente question. C'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, en me disant justement que je me la pose souvent dans des moments où je suis pas forcément très optimiste, et je me dis que justement on peut compter sur personne, on peut compter sur rien du tout, mais le truc c'est que on peut pas se permettre de penser, enfin comment dire, je pense Bon, si tu que restes là-dedans, tu te butes et puis merci la c'est ça, nécropolitique. absolument. Après je pense que c'est important aussi d'écouter sa tristesse, ses sentiments de défaite, enfin vraiment ces espèces de mauvais sentiments qu'on a un peu tendance à fuir de prime abord. Je pense qu'il faut les écouter, mais après c'est pas à eux de tenir le guidon forcément. Du coup, on stratégise, quoi. On pense stratégie, on pense alliance, on pense aussi juste rétablir, en fait, des consciences et des interprétations pertinentes des continuums dans lesquels on vit, quoi. Parce que, en vrai, c'est pas comme si on... c'est très kumbaya de ma part, mais c'est pas comme si on était fondamentalement si différents les uns des autres. Mais moi Et j'adore le même quand on est kumbaya, tu sais. super... oui. Sur quoi on peut compter? On peut compter au moins genre sur juste des stratégies pertinentes d'alliance, quoi. Et du coup, le fait que, par exemple, ça a été une telle conversation, ça a été un tel sujet de discussion, le fait d'inclure des personnes trans, et surtout du coup des femmes trans au sein des espaces de lutte féministes et au sein des agendas féministes, le fait que ça a été un sujet aussi persistant, c'est assez peinant. C'est vraiment assez peinant, parce que déjà rien que le fait de poser la question comme ça, genre l'inclusion des femmes trans, ça donne l'impression qu'en fait, si on nous laissait une place, on nous la laisserait un petit peu par charité ou par bienveillance, ou en tout cas par quelque chose Genre on de... veut bien partager un peu avec vous, quoi. C'est ça. Alors que, si je peux me permettre, moi, et je le dis pas pour être la lèche-cul de service, vraiment je le dis, ça fait des années que je le répète en plus dans ces vidéos, donc les gens qui me suivent assidûment, s'il vous plaît, témoignez de ça dans les commentaires. Mais vraiment, moi, c'est des personnes trans, notamment des meufs trans, qui m'ont le plus appris sur le féminisme, mais vous premier degré, alors que je bouffe de la théorie féministe depuis des années, alors que j'en parle pendant des années, j'en ai parlé sans m'intéresser à cette partie-là du questionnement sur le genre, etc. Parce que genre, je savais que ça existait, les transidentités, je savais que le genre s'était construit et tout, mais j'avais jamais autant compris les enjeux féministes que depuis que je parle avec des meufs trans qui vraiment me donnent de la nourriture, de la matière à réfléchir sur les vrais enjeux féministes. Vraiment, ça m'a mis une paire de claques et j'étais là, ça y est, je pense que j'ai vraiment compris le féminisme. Si généralement on finit par s'engoncer un petit peu dans une posture TERF, c'est que manifestement il y a des biais
qu'on n'arrive pas à dépasser. Et souvent, ces biais, ben, c'est des naturalismes. Et... Naturalisme, ça veut dire qu'on va rendre naturel des caractéristiques sociales. Genre, on va dire, bah, chez une femme, c'est naturel d'être comme ci, comme ça. Genre, les trucs clichés de c'est naturel d'avoir envie d'enfanter. Alors que justement, le féminisme va dire, bah, nique sa mère, en fait, qu'est-ce qu'on va enfanter par principe. C'est ça, et les terres reviennent et disent non, en fait, ce qui détermine et définit la femme, c'est justement sa place privilégiée dans la reproduction. Et en fait, le truc, c'est que quand elles disent ça, elles charrient d'une certaine façon des choses qui sont quand même vraies. Elles charrient, par exemple, justement, des questions de justice reproductive, des questions d'exploitation du travail reproducteur qui des sont femmes. des questions justes, en vrai. Ce faisant, enfin, je ne les ai jamais vues véritablement proposer des solutions concrètes à ça, ou même au-delà des solutions concrètes, ne serait-ce que proposer justement des pistes de réflexion, des pistes d'analyse pour mieux comprendre ces enjeux. Non, la seule solution, c'est exclure les personnes trans, les voir comme un danger, rentrer dans des litiges intracommus de type « elle, c'est une bonne féministe, elle, c'est une vendue, elle, c'est un danger ». Enfin, tu rentres que dans de la haine, en fait. C'est ça. Pour rester dans une espèce de vision, c'est les femmes, c'est le bloc très homogène des femmes qui, bah du coup... Un peu comme la nation française, on doit Absolument. protéger la nation des femmes. On doit protéger le peuple des femmes, mais bien évidemment pas n'importe quelle femme, les bonnes femmes. Ouais. Moi je trouve que c'est bien aussi de partir de ce type de figure, parce qu'au bout du compte, c'est elles qui attestent des véritables dynamiques sociales en place, c'est elles qui attestent du statu quo. Et elles n'ont rien de dissident parce qu'elles se présentent tout le temps comme oui, je vais contre la pensée normative chez les LGBT qui impose cette vision. Je lance des alertes. L'inclusivité à tout prix, je vais contre ça, je vais contre le cheval de Troie queer qui vient mettre en danger le féminisme. Alors qu'en fait, ma sœur, t'as juste exactement le même discours éclaté de toutes les institutions qu'on combat de base dans le féminisme. En fait, tu me dis quoi? Le fait est que, en tout cas du point de vue cis, même aujourd'hui, une transition réussie, c'est une transition qui se voit pas. Donc en fait, d'une certaine façon, pour être relativement tranquille en tant que personne trans, bah il y a ce truc de il faut que tu dissimules le fait que tu sois trans. Et c'est des dynamiques de dissimulation en fait que beaucoup de gens vont choisir, et je les comprends parce que bah comment tu veux faire en fait pour avoir un semblant de vie normale, tranquille, où t'es pas constamment ramené à une forme de justification de ton existence la plus basique, quoi. Donc c'est vrai que non, elles sont dissidentes sur rien. Même celles qui ont... Parce que Marguerite Stern et Dora Muto, c'est pas censé être les plus radicales, mais même celles qui ont des prétentions radicales et qui ont envie de genre faire revivre l'esprit de Valérie Solanas, alors que Valérie Solanas, elle aurait pas été votre copine, hein. Valérie Solanas, vous l'auriez rencontrée, vous auriez dit elle est folle, c'est une droguée, c'est une pute, sa parole n'a aucune valeur, on n'a pas besoin de ça. Nous, en fait, on est là pour trouver des maris. Parce que n'oublions pas que les terres veulent trouver des maris avant tout. Elles nous saoulent parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de mari, bordel. Putain, je trouve ça quand même assez fascinant, genre cette espèce de persistance à dire moi je suis radical, moi je suis radical, moi je suis radical, moi je suis radical, mais au bout du compte, ton espace de projection, c'est vraiment genre juste des rapports hyper restrictifs et hyper limités entre toi en tant que femme, dans son sens le plus limité, et des hommes en tant qu'hommes dans leur sens le plus limité. C'est genre le... T'as rien de radical, ma sœur, genre vraiment... Bah non, t'as rien de radical, enfin non, t'as peut-être une approche radicale de l'hétérosexualité, mais en fait non, genre... Après, on peut se raconter ce qu'on veut pour dormir la nuit, tu vois, mais... moi, mon interprétation, c'est que vraiment, il y a un angle mort. Je pense qu'il y a vraiment des personnes, elles entrent dans le féminisme avec une révolution psychologique, philosophique, sociale, en se disant « Waouh, ça chamboule ma vie et tout », et que ça fait un vrai effet bénéfique. Et qu'après, on en tire quelque chose de précieux, on est là genre « ça change de ma vie, c'est important ». Et puis là, dès que tu comprends pas les enjeux trans, tu penses que ça met en danger l'apport que le féminisme t'a fait, et du coup il y a un truc de gatekeeping, de genre non, ma part du gâteau là, je vais la garder pour moi, toi tu vas prendre mon bout là, alors que vous comprenez pas qu'en fait c'est pas que personne va prendre un bout de gâteau, on va juste faire un gâteau encore plus grand, encore plus savoureux, encore plus goûtu, encore plus... Ou même une quiche au lieu d'un gâteau. À chaque fois que socialement on a voulu créer une révolution pour donner des droits à des minorités, les dominants en question, à chaque fois, étaient en perte de repère. Genre, quoi? Vous voulez maintenant que les personnes noires aillent dans les mêmes toilettes que nous? Mais moi, j'ai plus de référentiel. Moi, ma référence, c'était la couleur de peau. Là, tu me dis qu'elle compte plus. Maintenant, je sais plus quoi faire. Pareil pour les personnes queer, tu vois, de dire quoi? Maintenant, la famille peut reposer sur autre chose que la procréation hétérosexuelle. Et non, mes références, mes bases, mes marqueurs. Tout s'effondre, l'Occident est sans déliquescence. Exactement. Et c'est le cas dans toutes les dynamiques de pouvoir sociaux. C'est valable dans toutes les dynamiques de pouvoir
d'exercice du pouvoir social, vraiment. Il y a beaucoup de meufs féministes qui vivent en tout cas leur féminisme et qui se projettent dans un truc vraiment différentialiste. Donc vraiment les hommes et les femmes, c'est des catégories qui sont relativement différentes les unes des autres. Et il y a du coup l'idée d'une forme de complémentarité dans cette espèce d'opposition. Sachant que c'est des vrais courants qui ont existé dans l'histoire du féminisme occidental et qui ont été remis en question depuis. Oui. Au début, effectivement, dans le féminisme occidental, il y avait cette idée de alors on va lutter pour les femmes, mais on reconnaît quand même qu'elles sont fondamentalement, biologiquement différentes des hommes. Pas inférieures, différentes. Et du coup, ces différences, elles se complètent. Et ça, c'est le féminisme différentialiste. Ce qui est quand même agaçant avec tout ça, parce que les femmes, enfin pas les femmes, les féministes un peu quand même plus féministes, blancs, hétéros, aiment bien s'extasier justement sur ces espèces de trucs de oh my god, si les hommes pouvaient tomber enceintes, si les hommes pouvaient avoir leurs règles, ils nous comprendraient bien mieux. Tout serait clair. C'est ça. Si ce n'était pas des hommes qui votaient les lois sur l'avortement serait déjà garanti, etc. C'est ça. Faux. Et là, entre en scène du coup des personnes trans qui ont des parcours différents, qui ont des rapports différents au cours de leur vie, à la masculinité, à la féminité, au mélange des deux, au rejet des deux, enfin bref, tout un tas de configurations. Et du coup, on arrive justement avec tous ces vécus et on veut toujours pas justement genre nous octroyer notre place de bah oui, on montre vraiment par notre existence que non, les catégories sexuelles ne sont pas genre complètement hermétique et que en fait c'était quand même un processus de division de la société mais qui n'était pas fondamentalement qui n'était pas fondé sur quelque chose de d'immuable. Enfin, le truc, c'est pas si rigide que ça, quoi. C'est compliqué. Il n'y a rien de fondamentalement immuable dans la vie, en vrai de vrai, ou en tout cas, on pourrait se lancer sur des débats philosophiques, mais le truc, c'est que de toute façon, généralement, quand on vous présente quelque chose comme étant immuable, c'est que généralement, on essaie quand même de vous vendre un certain projet de société dont vous devriez vous méfier. Et du coup, moi, ce qui m'agace, c'est que on va prendre deux cas. Allez, on va prendre genre deux archétypes pour essayer de genre un peu grossir le trait. On va prendre l'archétype d'un côté d'une femme trans qui aurait transitionné jeune et qui aurait justement transitionné jeune parce que avant sa transition, il n'y a pas de reconnaissance. Enfin, déjà, il n'y a pas d'identification forcément personnelle avec la masculinité, mais de l'autre côté, enfin, du côté vraiment du point de vue extérieur, il n'y a pas forcément de reconnaissance en tant qu'homme. Genre, quand t'es un gros pédé sa mère, quand t'es super efféminé, au point qu'on décide en fait, genre, que t'es gay avant même que toi-même, justement, genre, tu fais un coming in. C'est ça, genre, avant. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est un peu arrivé, tu vois, j'étais un peu un gay par défaut et j'étais en mode, bon, bah, soit, j'imagine que je vais prendre le rôle. Dans la web-série Fais pas genre, t'avais dit on me traitait déjà pas comme un homme avant de transitionner. C'est ça. Parce que t'étais déjà dans une masculinité marginale par rapport à ce qu'on attend des hommes en général. C'est ça. Et t'as pas besoin d'être une meuf trans pour déjà être marginalisée au regard de la masculinité. En fait, genre tu peux être un mec cis, gay ou pas d'ailleurs, et déjà être catégorisé comme pas l'homme qu'il faut. Genre t'es pas assez un homme et du coup on va te traiter. Soit on va te corriger, comme tu le disais, pour que tu sois un meilleur homme, soit on va juste t'exclure parce que t'es même pas considéré comme un vrai homme en fait. C'est ça. Donc à ce moment-là, du coup, il s'agit quand même justement de se réaffirmer un peu dans l'espace social. Après, on peut aussi justement investir les interstices de la marginalité. Mais après, si on parle de légitimation, du coup, justement, genre un jeune garçon, un jeune homme, un jeune adolescent qui vivrait justement ces dynamiques-là, peut-être qu'il va transitionner super jeune en mode on me traite pas comme un homme, moi je me vois pas comme un homme et donc ou peut-être qu'il va transitionner aussi au sein même de la masculinité et qu'il va justement genre courir après une espèce de masculinité alpha ou une espèce de masculinité en tout cas dominante pour compenser. Après le truc c'est que je pense que la différence entre par exemple, un jeune homme qui se ferait genre maltraiter pour sa masculinité un peu trop douce, un peu trop féminine. La différence entre cet homme-là et une jeune meuf trans pré-transition, c'est que y a quand même, au-delà aussi de la féminité, de la punition qui vient avec, il y a aussi cette espèce dans la division sociale, tu vas te retrouver du côté des femmes, tu vois, hein, mais de façon genre un peu automatique. Enfin, moi, par exemple, j'ai jamais forcément genre trop cherché la compagnie des meufs, genre juste par défaut, je me retrouvais avec les meufs. Genre, quand je suis arrivée, par exemple, en France, dans
dans mon premier cycle, dans ma double licence, enfin, ça s'est fait d'une espèce de façon, genre, tellement rapide. Mais t'étais out? Moi, j'étais out en tant que PD par défaut, mais j'étais pas encore out en tant que meuf trans. Ok, donc ça veut dire que même quand t'étais encore perçu comme un homme, PD du coup, Ouais, naturellement, juste tu côtoyais des femmes. ouais, de fou. Voilà. Mais c'est parce que j'ai toujours été, genre, assez... bah, genderfuck, quoi. Et je pense que c'est ce qui caractérise quand même beaucoup de meufs trans pré-transition qui s'en rendent compte assez jeunes, c'est que même par rapport à nos semblables PD, il y a une espèce de différence, en fait. Genre, ça détonne, quoi. Moi aussi, j'ai activement pris part à ces questionnements que peuvent se poser, j'imagine, beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est pas juste une personne gay, très efféminée, qui accepte pas qu'elle est juste un homme très efféminé, et donc qui se dit femme trans? Et c'est quoi la différence? Et finalement, donc c'est des questions, moi aussi, j'y ai vraiment pensé, je me suis vraiment dit, c'est vrai, c'est quoi la diff? Et en fait, Ouais. il y a bien un truc que j'ai compris. Same, en vrai. Moi aussi, quand j'avais genre 16-17 ans, ce qui était quand même assez jeune, enfin, en fait, je connaissais une autre personne trans. Et enfin, on était potes et tout, mais du coup, au fond de moi, j'avais un peu des questionnements de type. Enfin, vraiment, je me rappelle de ce que je pensais, c'était vraiment un truc en mode, mais pourquoi est-ce que on n'accepte juste pas ce que Dieu nous a donné, ce que la nature nous a donné, et à ce moment-là, ben, on fait ce qu'on a à faire avec le jeu de cartes qu'on nous donne, quoi. Je crois que j'ai compris enfin, genre vraiment ce qui se joue dans ces enjeux-là, c'est que nique le genre. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? S'il y a des gens pour qui c'est plus vivable de se voir comme une femme et de vivre comme une femme et de vivre sa vérité de femme, ou comme un homme, peu importe, ou comme aucun des deux, ou les deux en même temps, ou un peu là. Qu'est-ce que ça nous change en fait? Enfin, les normes de genre telles qu'on les connaît aujourd'hui et telles que tout un chacun, genre, les négocie avec en fonction de son point, tu vois, selon que tu sois un homme ou une femme, ou entre les deux, tu vois, selon la posture que tu occupes. En fait, ces normes de genre, elles sont vraiment complètement en décalage avec la façon dont le genre, justement, se déploie dans la société, en vrai de vrai. Enfin, il y a un vrai décalage, par exemple, genre... bah, juste entre les meufs contemporaines et ce qui est attendu, justement, d'une femme. Et, Parce qu'en fait, même entre femmes cis-het, même comme ça, tu vois qu'il y a des mondes entre elles. oui, il y a grave des mondes. Et il y a personne qui vient se dire, attends, pourquoi on considère que c'est des meufs cis-het, les deux, sachant qu'elles sont très différentes? Parce que finalement, c'est pas exactement... Et on pourrait rentrer de justement cette volonté de toujours trouver ce qui différencie les autres, ce qui fait que... Mais tout ça, on s'en bat les steaks, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Genre juste... Prenons le genre pour ce que c'est-à-dire un mensonge. Pour tout le monde, en fait. Bah, c'est un mensonge C'est qui... pas plus un mensonge pour des personnes non-binaires, transgender fluides, à genre, que pour les personnes cis. C'est encore plus un mytho, j'ai l'impression, pour nous, parce qu'en fait, c'est un truc qu'on n'a jamais réfléchi. La première question que je me suis posée quand je me suis vraiment admis à moi-même que j'étais une meuf, c'était pourquoi? Pourquoi es-tu une meuf? Donc pareil, encore une fois, genre c'est pas comme si les terres avaient inventé quoi que ce soit, parce qu'elles adorent poser la question de... Qu'est-ce qu'une femme? C'est quoi être une femme? C'est quoi être une Farah, femme? qu'est-ce qu'être une femme? Bah, c'est vrai que le monde a vraiment l'air d'être hyper en doute et en proie à la confusion la plus complète quand il s'agit de punir les femmes, parce que... Si ouais, on c'est sait vrai que plus c'est difficile. Si on sait plus que c'est une femme, comment on va les exploiter? Là où je voulais en venir, c'est que ça a toujours été justement important pour moi de justement avoir un coup d'avance par rapport à ça. Enfin, je m'attendais justement à ce qu'on me dise, mais pourquoi est-ce que tu remets en cause tous les déterminismes biologiques dans toute leur splendeur et grandeur et factualité, tout ça pour prétendre à une place dans l'univers des femmes. Donc c'est clair qu'il a fallu justement être au clair par rapport à ça, et je suis pas exactement sûr que ce soit une question que toutes les meufs se posent, quoi. Après, je pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise question à poser. Enfin, je pense qu'au bout du compte, ça... Bah, ça peut servir pour qu'on se rende compte qu'en fait ça repose sur des choses justement qu'on cherche à combattre. Mais c'est pas les personnes trans qui portent ces choses-là en fait. Ces choses-là, c'est des systèmes de pouvoir, c'est des institutions, c'est une histoire, c'est la médecine, c'est des trucs qui nous surplombent, qui ont décidé que la société était une usine à personnes avec plein de catégories différentes. Une de ces catégories étant le sexe biologique qui doit définir tout le reste et qui est juste divisé en deux. Et c'est ça qu'il faut qu'on combatte. C'est pas le fait que du coup il y ait des personnes qui vivent dans ce monde-là et qui utilisent les outils de ce monde pour survivre. Parce que tout le monde le fait. C'est tout. Les meufs trans, on est d'autant plus justement poussées à une espèce de performance d'authenticité. On est poussées à performer justement notre féminité. Pas uniquement... Enfin, bien sûr que tu vas pas justement genre être reconnue dans ton genre si t'es une meuf trans et que tu performes ta féminité, on va dire, genre de façon un peu scolaire. Enfin, en fait, il faut aussi apprendre justement à genre exhaler
l'essence féminine, justement. Il faut apprendre, justement, genre, à exhaler cette espèce d'indicible et cette espèce d'implicite. Et c'est justement parce que tu maîtrises l'implicite que tu vas bénéficier d'une reconnaissance, plutôt que si t'arrives avec un PowerPoint dialectique. Alors, je suis une femme maintenant parce que j'ai fait ça, puis j'ai fait ce changement, puis maintenant j'ai porté ça, puis j'ai ces cheveux. C'est ça. C'est ça. Et en fait, allez, c'est ok, le monde est un jeu, le genre est aussi un terrain de jeu, performons, allez. Mais le truc, c'est que. Enfin, faut pas non plus oublier juste les circonstances objectives de domination et d'exploitation. Enfin, encore une fois, le truc, c'est qu'on continue à parler justement genre de est-ce qu'on va inclure, est-ce qu'on va accepter ou pas les personnes trans, alors qu'on est quand même dans un monde qui... Juste, enfin, les personnes existent. Oui, c'est ça, les Elles personnes meurent. existent. Et Elles meurent de faim. arrêtez de vouloir exterminer des gens pour faire vivre des projets de société, des projets d'État. Enfin, c'est pas possible, genre c'est juste pas possible. C'est pas par hasard ou sur un malentendu que le terfisme ce soit quelque chose qui prenne autant de place dans le débat public. Il y a vraiment genre une prise de conscience aussi de justement un petit peu genre de notre complicité en fait avec les systèmes de domination et d'oppression et comment justement on peut être complice juste pour pouvoir genre garder une espèce de place relativement privilégiée dans cette espèce de pyramide infernale quoi, parce qu'au bout du compte les TERF, c'est surtout celles qui tiennent le haut du pavé des meufs qui sont dominées via le sexisme. Et en qui fait, donnent l'illusion de ici, on va vraiment combattre le patriarcat parce qu'on a vraiment ciblé l'ennemi, alors que non. Alors que non, vous êtes prête à donner votre vie pour le patriarcat. Enfin, le truc, c'est que bon, manifestement, genre, on voit bien que c'est beaucoup plus important pour vous, genre, d'être, comment dire, genre, respecté par des hommes que vous estimez. Plutôt que genre juste d'être respecté genre par des personnes genre qui partagent littéralement vos enjeux de lutte. Bien sûr. En vrai. Puis aussi, enfin j'ai du mal à imaginer genre la moindre TERF, genre par exemple éprouver genre une espèce de tendresse par exemple, genre même pour un homme féminin, genre au-delà de la question des personnes trans. Non parce que finalement elles sont là avec des grands discours de vous pouvez être un homme féminin, vous pouvez être une femme masculine, et puis elles vont quand même être là à faire le radar de qui est trans, qui est pas trans, et du coup accuser au moindre truc genre ah non c'est... Mais du coup tu peux pas revendiquer ces deux discours à la fois en fait, ça marche pas. De fou, et avoir peur genre que ton mec ou ton père, ou généralement pas les pères, tu vois, genre les pères sont relativement genre out of... Enfin, on n'en parle pas trop, mais en tout cas... Enfin, il y a des meufs qui sont aussi genre dans une forme de flicage de j'ai envie de savoir si mon gars il est gay, quoi. Je pense que c'est de là aussi, genre qu'en vrai, genre il y a beaucoup de panique morale genre au sujet des meufs trans, parce qu'en vrai, le truc, c'est qu'il faut se rappeler que, bon, après, on est en 2024, les gens commencent à avoir des médias à travers lesquels ils vont connaître les personnes trans hors du porno. Mais de base, le statu quo, c'est on entend parler des personnes trans via le porno. Et pas parce que on est littéralement genre une grande catégorie. Genre, il y a le porno hétéro, le porno gay et le porno trans. C'est même pas comme si, par exemple, on était une catégorie au sein du porno hétéro. Enfin, on est vraiment genre notre propre terrain de jeu, apparemment avec ses propres règles. Et ça fait au bout du compte que, bon, les hommes qui nous connaissent, généralement, c'est ceux qui vont justement nous chasser parce que on n'est rien d'autre justement genre que des objets de désir pour eux. Mais de l'autre côté, il faut se poser aussi la question genre qu'est-ce qu'elles finissent par penser les meufs en découvrant justement genre cette sphère du porno, tu vois ce que je veux dire, en voyant genre toutes ces meufs trans qui sont souvent genre sur sur des corporalités de type bimbo avec une bite, donc le summum de l'exotisme quoi. Donc il s'agirait de se poser la question de qu'est-ce que ça leur fait ressentir quoi. On a dit déjà pas mal de choses, mais juste on va revenir du coup sur cet aspect nécropolitique. Tu parlais tout à l'heure de nécropolitique dans le sens large, mais ça se manifeste aussi dans des échelles plus compartimentées. Plus spécifiques, oui. C'est vraiment l'idée que justement, genre comme on a ce truc de LGB qui sont... Bon, dans la réalité des choses, ils sont pas pleinement incorporés, mais en tout cas, genre l'intégration, genre c'est un truc qui devient de plus en plus usuel. Pareil pour les personnes trans, il y a quand même une création, en tout cas, genre d'une catégorie citoyen trans, bien son tout rapport. Donc c'est des trucs quand même qui restent quand même genre assez classistes et racistes dans le sens où bon le citoyen, enfin ce citoyen trans, on préfère blanc et on préfère riche. Ou en tout cas de classe moyenne, à minima. Et en fait, ça fait penser justement à la vie justement des personnes transracisées, des personnes transmigrantes qui, en France, en tout cas, ça fait partie de nos éléments de langage communautaire de considérer que
ouais, enfin, les personnes transmigrantes, bah, souffrent et meurent, et c'est elles les plus précarisées, et tatati, et tatata, et on le voit par exemple dans la surreprésentation des femmes transracisées en situation de migration qui meurent et qui sont... Enfin, généralement, elles sont surreprésentées quand on fait par exemple le décompte du Tédor, quoi. Et en Tédor, fait, Trans Day of Remembrance, un jour dans l'année, le 20 novembre, dont le but est de rendre hommage aux personnes trans qui sont mortes à cause de la transphobie. enfin, moi je savais même pas que c'était le 20 novembre, du coup Carolina elle est plus trans que moi, quoi. Donc, enfin, je l'avais trouvé grave intéressant cet article parce que justement il abordait la question de l'essentialisation justement de ces personnes à la mort, dans le sens où c'est des personnes qui sont généralement et enfin qui sont tendanciellement coupées justement des communautés, vont forcément, comme il y a une situation de migration, comme il y a aussi un subissement du racisme, bah forcément il y a aussi une coupure aussi de la société légitime, du corps national. Bref, en fait, bah, c'est des personnes qui s'accommodent en tout cas d'un certain degré d'exclusion. Et du coup, c'est comme si nos vies, en fait, n'avaient pas nécessairement de sens en tant que telles, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, il y a plein de moments dans la vie où je me dis, à quoi bon se donner du mal parce que, au bout du compte, je ne suis qu'un fantôme. Et je ne compterai, et on va dire mon nom, et on va montrer mon visage de manière valorisée que le jour où on va me tuer, ou je me suiciderai. Absolument. That's necropolitics. Et du coup, là, ton existence, elle prend sens uniquement dans la mort. Et parfois, t'as limite l'impression justement que les gens s'habituent à ça. Et du coup, Ah, encore une femme TDS racisée qui parle mal voilà, français, qui a été donc violée dans le on web dirait que les toute sans-papiers, ils font que mourir. Et en fait, au lieu de banaliser ça, il faudrait justement genre continuer de dramatiser ça. Mais surtout de commencer à voir les gens qu'il y a autour de nous au quotidien qui vivent ça parce qu'ils sont là. Ces Ouais. gens sont là, ils existent, ils respirent le même air que toi en fait, là maintenant tout de suite. Et du coup, genre, le but c'est pas d'attendre que ces personnes meurent, mais c'est de les écouter au moment où elles sont vivantes, même si ça nous dérange, même si ça nous met dans une situation d'inconfort, même si ça veut dire qu'il faut qu'on renonce à certains de nos petits privilèges. C'est ça. En vrai, je vais faire aussi un parallèle qui est un peu douteux, mais Ah, on bon, adore ça ici. le parallèle douteux que je voulais faire, c'est manifestement avec justement la Palestine qui est en train de subir un nettoyage ethnique aujourd'hui, quoi. Il y a vraiment ce truc Enfin, je pense que pour un certain nombre de personnes, il est assez clair, et moi personnellement, j'ai assez été agréablement surprise du fait que le terme de génocide, par exemple, ait été utilisé, genre, assez rapidement. Mais c'est parce que aussi la situation nécropolitique en Palestine, enfin, elle est établie. Achille Mbembe, qui théorise la nécropolitique, il parle justement de la Palestine occupée comme étant un exemple de nécropolitique, parce qu'on fait en sorte de garder surtout genre la bande de Gaza, dans une espèce de contrôle militaire constant qui va se déployer sur plusieurs niveaux et qui va s'accompagner aussi d'un continuum de violences qui vont des violences administratives, des enfin, qui consistent à genre juste détenir des gens alors qu'ils ont rien fait, enfin encore une fois juste la criminalisation, à aussi genre un peu des violences punitives, un peu des violences profanatoires, genre de colons à coloniser, genre qui permettent aussi de... Enfin tu sais, genre juste cette espèce de méchanceté un peu gratuite, tu vois ce que je veux dire, mais cette cruauté, au bout du compte, elle est rationalisée parce qu'on considère que c'est des personnes, justement, qu'il faut éliminer. Enfin, il y a un peu ce truc de... Même, par exemple, genre, à tous les conflits armés, par exemple, genre, qui peuvent avoir lieu, genre, sur le continent africain, il y a souvent cette espèce de naturalisation de non, mais ça, c'est des violences entre Africains, c'est des conflits interethniques, c'est trop complexe, on n'a pas à s'intéresser, puis il y a un peu une espèce de naturalisation de la violence en Afrique, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, j'imagine que le glissement similaire, ce serait justement genre de considérer d'ores et déjà la Palestine, par exemple, genre comme une espèce de peuple martyrisé. Moi, j'avais entendu parler de ce qui se passait là-bas, genre depuis toute petite, j'avais tout de suite compris que c'était super grave et que genre il y avait un enjeu de libération derrière et je l'ai toujours entendu. Mais c'est vrai que j'ai jamais, avant l'octobre dernier, j'ai jamais projeté, imaginé à quoi pouvait ressembler vraiment la vie d'une personne en Palestine. J'arrivais même pas à m'imaginer Gaza comme étant un endroit où on vit. Parce que justement, médiatiquement, l'image qu'on a de cet endroit, c'est tellement lié à la mort tout le temps et au fait que c'est fatalement l'issue morbide qui va arriver, que du coup, moi, vraiment, genre, dès qu'il y avait ce sujet de près ou de loin qui arrivait, je m'imaginais tout de suite des ruines, en fait. Et un imaginaire qui se crée chez les Occidentaux en général, juste des gens qui ont accès à des informations médiatiques mainstream, qui fait que du coup, tu crées des imaginaires dans ta tête déshumanisants. C'est vrai que moi, au tout début, quand j'entendais parler de ça, je me suis dit « Oh, un bombardement de plus ou de moins, de toute façon, là-bas, c'est comme ça tout le temps. » Oui, tu vois. de Et fou. c'est ce que veulent les médias, c'est que tu sois dans un fatalisme de se dire bon, de toute façon, il n'y a plus rien à faire pour ces gens, quoi. Pour revenir à un niveau plus féministe, enfin, il y a plein d'afroféministes, par exemple, ou de féministes décoloniales, qui ont parlé justement de cette espèce d'incapacité des femmes blanches à s'identifier justement à des femmes racisées, et du coup, vraiment, par conséquent, du coup, à vraiment
prendre à bras-le-corps leurs problèmes comme étant des problèmes publics, des problèmes qui concernent le féminisme, des problèmes communautaires, plutôt que des problèmes spécifiques. Là, ces dernières années, quand on a essayé un petit peu genre d'incorporer l'intersectionnalité, et à chaque fois on l'a fait de façon très maladroite, mais quand on a essayé d'incorporer l'intersectionnalité au sein d'initiatives militantes concrètes, bah, on n'a jamais réussi à faire plus que juste reconnaître certaines spécificités, mais pas justement les inclure à proprement parler. Absolument, et même au bout du compte, genre, voir ce qu'on pouvait créer à partir de ces perspectives sans juste les inclure, tu vois, mais comment elles peuvent aussi révolutionner d'une certaine façon le point de vue dominant, quoi. À la lumière de tout ça, je vous invite à continuer à réfléchir, continuer à lire des choses, à regarder des choses, surtout genre à rétablir des continuums et juste avoir des espèces de référentiels théoriques et intellectuels qui permettent au bout du compte plus de marge de manœuvre dans la réalité, quoi, plus de possibilités de collaboration. Et peut-être qu'on pourra en finir en fait avec cette espèce de corporatisme un peu nul où chacun voit midi à sa porte et on est juste vers soi. Et tire la couverture vers soi, et du coup on a des liens d'allégeance collective qui sont hyper indexés sur nos intérêts individuels, alors que je sais pas, en vrai on est quand même beaucoup à le vouloir, genre ce monde pacifié. Puis dernière chose, si vous avez un vrai problème avec les personnes trans, juste demandez-vous pourquoi, honnêtement. Enfin, voilà, c'est juste le but. Même essayez d'en parler avec des gens de confiance. N'en parlez pas avec n'importe quelle personne que vous connaissez, n'importe quelle personne trans que vous croisez, mais genre juste parlez-en. Voilà, enfin, encore une fois, on peut parler de tout dans la vie. Parce qu'il doit vraiment y avoir quelque chose derrière cette hostilité, comme derrière n'importe quelle hostilité de type social. C'est ça. Alors, les racistes, demandez-vous pourquoi vous l'êtes, les grossophobes aussi, les validistes, tout le monde en fait. Et si que tout le monde se questionne. C'est ça, et si vous avez envie de défier les gens, il n'y a pas de souci. Attendez-vous à être défié en retour. Tu peux regarder dans la description, on mettra plein de petites ressources, des liens. Si tu suis pas Farah d'ailleurs aussi, tu pourras retrouver son travail. Je sais pas si tu publies en ligne publiquement ou pas. Je publie pas tout, mais je publie quelques petits trucs de temps à autre. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir ce qu'elle fait. On va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. Merci encore une fois de ton intervention. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. D'ici là, prends grand soin de toi et gros bisous. Bisous public de Caro. Ciao.